Bien, écoutez, merci d'être présent pour cette rencontre avec nos amis du CAF pour fêter les 150 anniversaires du club alpin français. Donc un anniversaire qui compte, puisqu'il compte et qui est 150 années de passion, d'amitié, d'intimité avec la montagne. Et je voudrais dédier cette table ronde à un ami qui a été présent ici au Salon du Livre pendant plusieurs années, Robert Buffa-Joly, qui a été le premier accompagnateur en moyenne montagne du club alpin français de Salange. Et pour animer cette table ronde, donc, à l'occasion de la publication aux éditions Guérin de cette histoire de l'alpinisme volontaire, nous avons donc Bernard Germain, avec son chapeau, qui est cette année l'auteur d'un roman dont il nous parlera tout à l'heure. Denis Pilot, qui est cette année l'auteur des Miracles de la Neige, dans la collection Guérin des éditions Paulsen. Olivier Oélian, qui a publié avec d'autres contributeurs La montagne pour tous, la genèse d'une ambition dans l'Europe du XXe siècle, et qui vient spécialement de Toulouse pour se réchauffer au salon d'Assy. Et puis nous avons vraiment le grand bonheur et l'honneur de recevoir Pierre Moreau-Reboul, qui est l'ancien président du club alpin de la vallée d'Aoste. Voilà. Donc, je vais lui donner la parole tout d'abord. Le club alpin de la vallée d'Aoste, c'est une institution. Tout d'abord, merci à tous pour votre invitation. C'est un plaisir de se retrouver ici. Dans nos esprits, le club alpin italien, le club alpin de la vallée d'Aoste est vraiment une institution. Pas tout à fait, on arrive à le démontrer, à se faire considérer, mais en tout cas, il y a passé pas mal d'années dès que notre fondeur a créé la section d'Aoste, à laquelle se sont ajoutées en 1875 la section de Gressoney, en 1954 la section de Verès, en 1984 la section de Châtillon. Maintenant, le club alpin en Vallée d'Aoste, le groupe régional, compte de 4 sections d'environ 1500-1600 associés. Et maintenant, moi, je crois que je peux terminer mon première intervention. Je suis venu pas seulement apporter mes souhaits pour votre anniversaire, mais surtout pour écouter. Merci. Merci de votre intervention et surtout de votre venue. Donc là, je me tourne vers Bernard Germain qui a fait un gâteau, peut-être, non? Pour les 150 ans du CAF. En tout cas, il a largement contribué à l'édition de cette histoire de l'alpinisme volontaire. Alors, dis-nous un peu l'origine du CAF et l'origine de ce livre. L'origine du CAF, je crois que je laisserai plutôt... Pas le micro. C'est pas le Ah, pardon. 1, 2, oui. L'origine du CAF, je pense que je la laisserai plutôt peut-être à Olivier, qui est historien. L'origine du livre, je peux peut-être mieux en parler. C'est Charlie Buffet, qui avait des éditions Paulsen, Guérin, qui avait repéré que c'était les 150 ans du club alpin et qu'il fallait absolument faire quelque chose. Et comme c'est un lecteur féru de la montagne et alpinisme, la revue que je dirige depuis une quinzaine d'années, qui est la revue de la Fédération des clubs alpins, Charlie me dit il faudrait choisir des textes peut-être de 1874 à aujourd'hui, des textes qui ont été déjà édités et qui sont les grands textes que vous considérez comme étant les grands textes de l'alpinisme, les grands textes du club alpin, les textes fondateurs, etc. Donc il y a une équipe qui s'est constituée. On n'a pas évidemment fait ça de loin de là. Dans cette équipe, il y avait Denis, il y avait Olivier, et évidemment tout un ensemble de gens du comité scientifique, du club alpin. Et il y a des textes qui ont été choisis et qui sont vraiment les grands textes. J'en ai pris quelques-uns à vous lire éventuellement sous la forme
de petits paragraphes très rapides. Et c'est vraiment la façon dont le livre est né. En fait, c'est un livre d'archives. Et il a été confié à quelqu'un qui n'était pas du Club Alpin, précisément, qui n'a pas d'histoire véritablement avec le Club Alpin, c'est Thomas Vénin. Parce que on a bien compris que chacun avait ses intérêts à l'intérieur du Club Alpin. Le Club Alpin, son moteur, c'est le conflit d'une façon générale. Et ce sont tous les conflits à l'intérieur du Club Alpin qui lui permettent d'évoluer et d'être devenu ce qu'il est. À l'origine, il y a 137 personnes qui l'ont créé. Aujourd'hui, on est 110 000. Il y avait 7 sections du Club Alpin. Aujourd'hui, il y a 430 clubs. Il y a un refuge qui a été construit. Maintenant, il y en a 120, etc. Comment on a pu arriver à cette évolution-là? Précisément parce que c'est l'histoire des conflits. Denis, par exemple, pourra vous parler des conflits autour de la compétition. C'est évident qu'au Club Alpin, il y a des gens qui sont pour l'alpinisme contemplatif. Il y en a d'autres qui ont toujours été pour la compétition. Le plus grand président du Club Alpin, qui a été Lucien Devis, disait par exemple à propos des refuges, les refuges sont des réducteurs d'aventure. Et pourtant, on en a construit 120. C'est vous dire à quel point il y a eu des conflits qui ont toujours été des moteurs. Création du ski par le Club Alpin, du ski en France. Les premiers skis sont arrivés en France par le Club Alpin, à la suite de l'exposition universelle. Et ça ne marche pas, parce qu'il y en a très vite qui sont pour la compétition. Donc ski de rando contre ski de compétition, démocratisation de l'alpinisme, ça fait la création du HCL, puis la création du CPA. C'est vous dire à quel point les conflits sont vraiment féconds à l'intérieur du Club Alpin, parce qu'il y a véritablement des polyvalences, des façons de voir extrêmement différentes, et progressivement, ça évolue avec la société, bien entendu. Donc voilà l'histoire du livre, et un petit peu l'histoire d'une évolution comme ça, vue rapidement du Club Alpin. Et moi, peut-être que je laisse la parole à Olivier quand même pour les origines vraiment, quoi. Avant de laisser la parole à Olivier, je voudrais dire que la cerise sur le gâteau d'anniversaire, c'est le dernier roman de Bernard Germain, La face nord du silence, qui vient de paraître aux éditions de La Fontaine de Siloé. C'est une sacrée histoire de conflit. Oui, c'est ainsi que vivent les hommes. En quelques mots, donc, parce que ce serait une longue histoire, la création du Club Alpin français, mais en quelques mots, on peut distinguer en fait deux grandes périodes dans l'histoire de l'alpinisme. La période de fondation, l'invention de l'alpinisme, sur laquelle il y a débat entre les historiens, puisque je pensais qu'il y avait un certain consensus, et j'ai appris récemment qu'un de mes collègues, Antoine Debec, propose finalement un autre acte fondateur que l'ascension du Mont Blanc, qui me semblait, moi, pourtant réunir beaucoup d'arguments à sa faveur. Donc on peut dire que la première phase, c'est la phase d'invention de l'alpinisme. Pourquoi plutôt de Saussure que Antoine Deville? Parce que l'exemple de Saussure s'inscrit dans un mouvement philosophique et culturel essentiel en Europe, qui est la Révolution des Lumières, qui va permettre d'aborder la montagne avec un regard plus distancié, qui est celui de la foi dans la raison, la foi dans le progrès, et donc qui permet de prendre des distances par rapport à un certain nombre de superstitions qui dominent autour de la haute altitude. Autant les zones des alpages sont largement socialisées, autant il existe à l'époque une frontière marquée par de très forts tabous, qui est celui des neiges éternelles. Et du point de vue même des connaissances scientifiques, on ne sait pas si on peut vivre au-delà d'une certaine altitude. Personne n'en a fait l'expérience, et ce sera donc les actes un peu de découverte, d'exploration, de Balma notamment, qui va être le premier à passer une nuit à haute altitude sans savoir vraiment si
s'est adapté à son organisme. Et donc au-delà de cette première phase, ce qui donne aussi des arguments pour considérer que c'est De Saussure plutôt qui est l'inventeur de l'alpinisme, c'est d'abord la nature de l'ascension. Hein, le Mont Blanc, je pense qu'encore aujourd'hui, c'est considéré comme une course d'alpinisme. Alors imaginez à l'époque, sans aucune expérience de la haute montagne, sans avoir les outils qu'on utilise aujourd'hui, qui donc permettent de monter à cette altitude, sans avoir de connaissances précises sur l'acclimatation, sur les manières de s'adapter à l'altitude. Et puis un autre élément qui plaide aussi pour l'ascension du Mont Blanc, c'est le fait que, contrairement à Antoine de Ville, l'ascension de De Saussure ne reste pas un fait isolé. Il lance en fait une sorte d'élan, de dynamique qui va être reprise, et l'ascension du Mont Blanc va être réalisée quelques semaines après l'ascension elle-même de Saussure, puisque De Saussure réalise l'ascension en 1787, l'année suivante de la première ascension par Paccard et Balmain. Et elle est suivie à quelques jours près par l'ascension d'un Anglais, Marc Beaufroy, qui va réaliser l'ascension à des fins de découverte, d'exploration, mais aussi à des fins de performance, de recherche, d'aventure et d'exploration. Et ce mouvement ne reste pas isolé à la vallée de Chamonix. À travers l'Europe, on voit se multiplier les ascensions vers des sommets remarquables, des Alpes et des Pyrénées. Et donc c'est un enchaînement de réalisations de premières qui montre bien que l'ascension de Saussure, elle répond finalement, elle fait écho aux représentations collectives de son époque. Ça répond finalement aux questions que se posent un certain nombre de scientifiques, mais aussi aux aspirations de découverte et d'exploration que l'on retrouve dans cette filiation de la Révolution des Lumières, avec notamment les grandes explorations maritimes. C'est la période où on va explorer les zones blanches des planisphères, les expéditions de Cook, de la Pérouse, de Humboldt, à travers la planète, pour aller finalement reconnaître ces terres inconnues. Donc d'une certaine manière, la haute montagne fait partie de ces zones relativement inconnues que la Révolution des Lumières, la foi dans la science et le progrès, incite à aller explorer. Alors le temps des clubs, c'est un autre moment du développement de l'alpinisme. C'est celui où finalement les alpinistes passionnés par l'ascension des sommets, on parle à l'époque d'ailleurs plutôt d'excursionnistes, vont ressentir le besoin de se fédérer, de se regrouper, de créer des associations afin de développer leurs activités et puis aussi d'être en mesure d'améliorer les services qu'ils attendent des populations locales, que ce soit en termes d'hébergement, améliorer le confort des hôtels, donner des critères de différenciation de la qualité des auberges quand on arrive dans une vallée, et puis réguler aussi la profession qui est à l'époque indispensable. On ne parle pas encore d'alpinisme sans guide à cette époque, qui est les premières compagnies. La première compagnie de Chamonix, 1821-1823. Voilà, les alpinistes ressentent le besoin de se regrouper au sein de l'association pour, d'une certaine manière, peser sur l'aménagement de la montagne, sur les services dont ils peuvent disposer sur place. Et donc dans cette dynamique que moi j'ai appelée le temps des clubs, c'est évidemment les Anglais, vous le savez tous, qui font figure de pionniers, 1857, l'Alpine Club, mais très vite ils sont suivis par les clubs des pays continentaux. Tous les pays de l'Europe continentale, occidentale, créent leur propre club. C'est le club alpin italien, le club alpin suisse en 1863. Ensuite, ça va être le club alpin français un peu plus tard, 1874, mais dont on retrouve dans les témoignages de l'époque, les récits de l'époque, que le projet était déjà conçu près en 1870. Et que autour du lac du Bourget, De Billy et quelques-uns des fondateurs se sont retrouvés pour établir quasiment les statuts du club. Mais là-dessus intervient la guerre de 70,
qui va être une véritable rupture. La guerre de 70, c'est à la fois une humiliation, puisque l'armée française était considérée comme la plus puissante d'Europe, et elle est battue dans des conditions assez humiliantes, puisqu'elle est obligée de se rendre. L'empereur est fait prisonnier à Sedan, donc des conditions très humiliantes qui vont être un traumatisme pour les Français. Et puis le deuxième traumatisme essentiel, et qui joue un très grand rôle par rapport aux orientations initiales du club alpin français, c'est la guerre civile, c'est la Commune de Paris, c'est des Français qui tirent sur des Français. Il y a 20 000 morts, les historiens estiment qu'il y a 20 000 morts lors des affrontements autour de la Commune de Paris, et vous savez qu'il y a un certain nombre de prisonniers qui sont envoyés en exil, Louise Michel par exemple en Nouvelle-Calédonie, etc. Donc le club alpin naît dans ce mouvement d'aspiration des alpinistes, des excursionnistes à se fédérer, dans un contexte très particulier qui est celui de cette période trouble sur le plan politique aussi. On est dans la Troisième République naissante, et au Parlement, le suffrage universel instauré en 1848 fait sortir des élections une majorité monarchiste. C'est-à-dire que la Troisième République aurait pu basculer très vite dans une nouvelle monarchie. Je vous signale que depuis la Révolution française, il y a déjà eu deux régimes monarchiques. Et en fait, les monarchistes n'arrivent pas à se mettre d'accord. Vous avez les légitimistes et les orléanistes. Et c'est parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord que progressivement, les républicains vont commencer à gagner les élections successives. Et ça n'est qu'en 1879 que les républicains arrivent véritablement au pouvoir. Donc c'est dans ce contexte qu'est créé le club alpin français. Excuse-moi, mais peut-être, si tu veux bien, Michel, que je peux lire justement un tout petit paragraphe qui est celui du discours du premier président du club alpin. Donc en 1874, on a un premier président de Billy qui met le club alpin sur de mauvaises rails pour faire une mauvaise blague, puisque 2 jours après son élection comme président du premier club alpin, il meurt dans un accident de train. Donc ça commence mal, et c'est un certain président Cézanne, qui est député, qui va le remplacer au pied levé. Et voici son discours qui va complètement dans la continuité de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire le désespoir d'une guerre perdue et d'une guerre civile terrible. Tous les hommes éclairés qui s'occupent de l'avenir de la France reconnaissent que nos jeunes gens négligent trop les exercices du corps. Il faut les y attirer par tous les moyens. Or, quel attrait plus puissant que la montagne? Il faut faire connaître la montagne, arracher les jeunes gens à l'énervante oisiveté des villes, aménager la montagne, y entraîner la jeunesse, et par de saines émotions, l'éduquer, l'initier au culte du beau et de la liberté, à l'amour du sacré, du sol natal et de ses merveilles. Là, on voit vraiment quelle est l'idéologie des fondateurs. En Italie, quelle est cette idéologie? Est-ce que c'est l'idée du club alpin, c'est de provoquer du plaisir, de permettre à la plus grande partie de la population d'accéder à la montagne, ou est-ce que c'est plutôt un versant élitiste de la pratique montagnarde? Non, j'ai écouté le discours du premier président et j'ai eu l'impression de lire presque les mêmes paroles de Quintino Sella, le fondeur du club alpin en Italie, en 1623. Non, 1863. Et qui retenait la nécessité de porter les jeunes, les personnes en montagne. Car dans la montagne, pas seulement, après dans la période où Mussolini a été plus palestra d'argumento, a été plus un discours exclusivement physique et de force, et de compétition. Au contraire, Quintino Sella et les autres du premier période du club alpin, et puis les autres, le voyaient vraiment comme un entraînement aussi psychologique, aussi humain, aussi culturel.
Vraiment, il le voyait dans cette cadre. Et puis, je ne sais pas si ça a été un discours de conflit, mais on doit rappeler que l'Italie s'était presque tout à fait juste formée en 1861, et Quintino Sella avait besoin de se faire connaître, de faire connaître l'Italie comme une nation qui avait était capable de sortir de sa mauvaise situation. Et ce n'est pas un cas qui, surtout du point de vue, dans ce cas politique, a poussé notamment la première montée sur le serveur, qui le poussait soit Carrel, soit Georges, le fondeur, l'Amégoré, et parce que c'était une façon de se rendre, de se faire accepter dans l'Europe qui allait se former dans cette période. Que la montagne soit un sujet de conquête ou alors de contemplation, ce qui compte, c'est d'y prendre du plaisir et de faire en sorte de pratiquer la montagne et d'être un homme heureux. C'est peut-être le sens du livre de Denis Pivot, Les miracles de Manège, où il se penche sur son passé, où il relit sa vie et où il dit que d'un homme ordinaire, il est devenu un homme heureux. Oui, alors, pour rattacher mon livre au CAF, en fait, moi je suis né à la montagne avec le CAF, parce que c'est là que j'ai appris à grimper. Quand je suis allé m'inscrire, la première personne qui était assise au bureau, qui était en train de régler une paire de crampons sur sa table, crampons comme j'avais vu dans les livres, parce que je ne viens pas du tout d'une famille qui pratiquait la montagne, de Savoyard, mais la montagne, elle n'était que d'en bas, une famille de paysans. Et j'ai vu Jacques Perret ici présent. C'est là que je lui ai demandé, on ne savait pas, le club alpin français, est-ce qu'il fallait être parrainé, est-ce qu'on pouvait s'inscrire comme ça, est-ce qu'il fallait être reconnu comme un montagnard, parce que moi j'avais zéro expérience. Donc Jacques m'expliquait qu'il suffisait de payer sa cotisation, on est un peu déçu. J'ai été inscrit. Et pour revenir sur la création du club alpin français, ce qui est important de se rappeler, c'est que c'est les Anglais qui ont inventé ce sport. Ils ont inventé beaucoup de sports, et c'est dans les collèges, au milieu du 19e siècle, pour éduquer l'aristocratie anglaise et la pousser vers l'excellence, et surtout lui donner une cohésion. Ils ont inventé des sports dans le collège de rugby. Ils ont inventé le rugby, ils ont inventé le football, ils ont inventé le cricket. Beaucoup de sports collectifs, justement, pour créer cette cohésion. Et sport non collectif, l'escalade. Et avec la création, donc en 1857, du club alpin, de l'Alpine Club, donc le club alpin anglais, le premier club alpin. Et dès le début, les Anglais ont voulu marquer les adhérents du club alpin, l'Alpine Club, qui était un club d'excellence, ont voulu montrer qu'ils n'étaient pas comme les autres sports. Donc, dès le début, dans leurs écrits, dans l'Alpine Journal, ils ont dit qu'ils voulaient se démarquer, ils ont qualifié l'alpinisme de meilleur des sports. Et puis, les sports ont évolué, et par exemple, en football, le penalty a été, les sports étaient pratiqués que par l'aristocratie. Et un aristocrate n'avait pas besoin d'un arbitre, parce qu'il ne cherchait pas à tricher. Parce que c'est ce qu'on appelle le fair play, c'est-à-dire le jeu loyal. Et lorsque l'Alpine Club a vu qu'il y avait la nécessité d'un arbitre, ils ont été scandalisés, et
à nouveau, ils ont voulu se démarquer de ces sports-là. Et alors, à ce moment-là, ils ont plus dit qu'ils étaient le meilleur des sports, mais ils ont expliqué qu'ils étaient plus qu'un sport. Parce qu'un sport, à partir du moment où il y a des arbitres, où il y a donc l'introduction du penalty pour sanctionner des fautes, il y a un règlement. Et le sport s'est orienté vers des règlements et des juges, alors que l'alpinisme, lui, était réglé sur une éthique. Une éthique et un esprit de corps aussi. Et ce livre sur les 150 ans du club alpin français a 3 parties. La première partie est un recueil de textes, comme l'a dit Bernard, et dans cette première partie, le mot éthique n'est jamais prononcé, mais en fait, toute cette première partie et tout cet ensemble de textes représente l'éthique du club alpin français. Et il a été fortement influencé aussi par l'Alpine Club. L'Alpine Club, tous ses membres étaient issus de Cambridge ou d'Oxford, et les premiers membres du club alpin français étaient issus du 16e et du 8e arrondissement de Paris à 90 ou 95% de ses membres. Donc c'était une élite intellectuelle, une élite aristocratique et qui souhaitait, comme on l'a vu dans le texte que tu as lu, éduquer et apporter par la montagne des valeurs morales pour former une jeunesse. Voilà. Donc, alors après, lorsque c'est devenu, donc, comme je vous ai dit, plus qu'un sport, le meilleur des sports, et quand les fédérations sont développées et avec l'évolution de l'alpinisme, la notion a encore évolué. Et du meilleur des sports, c'est devenu plus qu'un sport. Et encore actuellement, quand vous demandez à un alpiniste de lui expliquer qu'est-ce qu'est l'alpinisme, vous avez en gros 2 types d'explications. Ceux qui diront « mais l'alpinisme, c'est plus qu'un sport ». Donc c'est aussi cet aspect élitiste, hein, de montrer qu'on est au-dessus des autres, toujours, parce qu'il y a le sport, ouais, et il y a la notion d'argent aussi, qui était très très mal vue par l'Alpine Club. On ne parlait jamais d'argent. Voilà, il n'y avait pas d'enjeu. Et après, la deuxième catégorie de gens à qui vous demandez qu'est-ce qui est l'essence de l'alpinisme pour eux, ils vont vous dire, s'ils ne vous disent pas que c'est plus qu'un sport, ils vous disent que c'est un art de vivre. Et maintenant, on est là-dessus, mais la notion de compétition a été pendant très très longtemps rejetée par les clubs alpins et l'objet de grandes discussions, de grandes brouilles. Mais c'est la même chose au DAV, donc Deutsche Alpenverein, le club alpin allemand, où quand l'UIA a voulu introduire la compétition d'escalade, ils ont quitté l'UIA parce qu'ils étaient opposés à la compétition. Donc on a gardé cet esprit amateur et défini par une éthique et pas par un règlement. Et une éthique, il n'y a pas de juge. Merci Denis. Donc je rappelle que pour être un bon cafiste, il faut avoir de bons piolets, et que Denis est l'historien du piolet, puisqu'il a écrit dans cette très belle collection de chez Guérin l'histoire du piolet à travers les âges. Des piolets et des hommes, oui, ils sont inséparables. Voilà. En Italie, là encore, je veux dire, le club alpin a été fondé par des aristocrates parce qu'ils avaient le temps aussi. Pas seulement Quintino Selle, qui a été un membre du gouvernement, un politicien, mais même un étudiant, un scienziato, qui faisait de la science, un géologue. Et dans les premiers
cadre des associés au club alpin dans toute l'Italie, on voit pas mal des avocats, pas mal des entrepreneurs. On ne voit presque jamais des ouvriers ou des simples employés ou des maîtres d'école. Et c'est une chose surtout dans la première partie de notre adolescence. Il faut même souligner le fait que dans les premières années, il y avait une sorte de... il cachait un petit peu le fait, il voulait se donner un sens, une explication. Nous allons en montagne aussi pour des raisons scientifiques, pour faire des études, pour faire des relais avec le baromètre, comme ça. Même dans la première remontée italienne au Mont Viso, le 12 août de l'an 1863, ils ont apporté avec eux des instruments scientifiques. Parce qu'ils voulaient démontrer qu'il n'était pas seulement un aspect pour s'amuser, mais on avait des raisons scientifiques. Cette raison, ils l'ont presque vite abandonnée parce qu'il n'était plus nécessaire. L'aspect de l'alpinisme, de la découverte, comme on disait, même auparavant, même antérieur, était plus importante pour pour la maturité des personnes et des gens était plus importante que non pas des raisons scientifiques des premiers temps. C'est en venant au jour aujourd'hui, les derniers présidents de la section d'Ost, pour les premières 50 ans, étaient des avocats, des personnes, des barons, et pas mal bien placés dans la bourgeoisie. Dans les dernières années, il y a eu des prêtres, il y a eu des simples employés, des simples entre guillemets, vraiment, mais plus, il n'y avait plus une appartenance exclusivement à la bourgeoisie. Et en France, comment s'est opérée la démocratisation de la pratique de l'alpinisme? Alors, juste avant, il faut quand même que je mette un petit bémol en tant qu'historien par rapport aux propos de Denis, qui me paraissent quand même un peu rapides dans les analyses historiques qu'il fait là. En fait, bon, d'une part, ce ne sont pas les aristocrates qui créent des clubs alpins, mais bien la bourgeoisie. C'est une classe nouvelle en émergence avec la révolution industrielle qui va donc initier l'organisation de ces clubs. C'est vrai aussi bien en Angleterre que dans l'ensemble des pays européens. C'est la bourgeoisie qui s'affirme à travers la pratique de l'alpinisme par opposition ou pour se démarquer d'une certaine manière des loisirs aristocratiques. Parce que pour eux, l'alpinisme répond davantage à leurs valeurs et notamment à une forme d'ascétisme bourgeois qui veut que la montagne, ça se mérite. La montagne, c'est un effort qu'il faut faire. C'est une forme d'exercice qui est formateur sur le plan moral, sur le plan physique évidemment, puisqu'on est en plein siècle de l'hygiénisme. Et donc cette bourgeoisie, en particulier en France, est très sensible aux thématiques de l'aérisme, le bon air. Et pourquoi on veut emmener les jeunes dans les caravanes scolaires à la montagne? C'est aussi pour leur santé, pour qu'ils aient une condition physique, qu'ils soient aptes ensuite à assurer leur rôle dans la société, puisque c'est des futures élites qu'on emmène dans les caravanes scolaires. C'est des enfants des collèges et des lycées. À l'époque, les collèges et les lycées sont payants. Et donc c'est la bourgeoisie qui est scolarisée dans les lycées. Le club alpin français ne se préoccupe pas d'emmener dans les caravanes scolaires les enfants du primaire, les enfants des classes populaires. C'est bien le projet de former l'élite. Après la défaite de 70, c'est le sentiment d'une dégénérescence de la race française, et il faut donner à travers la montagne une éducation à la jeunesse dorée, à la jeunesse qui sera les élites de demain, une formation à la fois physique et morale. La montagne, c'est aussi la formation morale. Et cette bourgeoisie, elle cherche à se démarquer des loisirs aristocratiques qui se sont instaurés, c'est le livre d'Alain Corbin, l'avènement des loisirs, qui se sont instaurés dès la fin du XVIIe siècle, avec
les premiers séjours, hein, les villégiatures de la cour d'Angleterre à Bath pour les thermes ou à Brighton pour le bon air marin. La préoccupation première de la cour d'Angleterre, qui va inventer les loisirs modernes, hein, les loisirs et les loisirs de vacances qu'on pratique aujourd'hui, c'est des préoccupations d'hygiène. Et autour de ces villégiatures, ils vont pratiquer des loisirs. C'est la cour d'Angleterre, hein, c'est des oisifs. Ils ont du temps libre et qu'ils cherchent à occuper. Et donc ils vont pratiquer sur ces lieux des activités physiques, hein, évidemment des activités intellectuelles. Il y a les bals, il y a les concerts, tous les loisirs mondains de la cour d'Angleterre, hein, à Londres. Ils vont les reproduire dans ces stations, mais aussi des loisirs physiques. Et ils vont pratiquer le golf, ils vont pratiquer le polo, ils vont pratiquer les excursions en montagne, au moins dans les collines alentours. Hein. Et ils vont aller prendre les bains dans les stations françaises. Hein, cette première vague de tourisme aristocratique va lancer, hein, les grandes stations thermales des Alpes et des Pyrénées, et ils vont, à cette occasion, pratiquer aussi des activités physiques. Mais le rapport au loisir de l'aristocratie, c'est un loisir beaucoup plus ostentatoire. Hein. On cherche à montrer qu'on appartient à l'aristocratie. Hein. On va dans des hôtels de luxe, on bénéficie d'employés, de services considérables, hein, autour de ces lieux de séjour. La bourgeoisie, c'est un autre modèle de loisir. Hein. C'est un modèle beaucoup plus ascétique, hein, beaucoup plus discret, hein, en opposition justement à cet excès d'ostentation des loisirs aristocratiques. Bon, ça c'est la première nuance. La deuxième, on en rediscutera, mais voilà, on ne peut pas dire que les sports ont été créés par l'aristocratie anglaise. C'est plutôt la bourgeoisie, hein, dans les public schools, aussi une partie de l'aristocratie. Mais cette aristocratie, cette bourgeoisie qui a fondé les sports, en particulier au collège de rugby, hein, j'ai enseigné ça pendant 20 ans, donc je connais bien ces questions, je les ai étudiées avec une certaine attention. Cette aristocratie, ces gentlemen issus des public schools qui ont été initiés au sport dans leur scolarité, qui vont poursuivre à l'université, hein, puisque toutes les universités anglaises vont soutenir le développement des associations sportives des étudiants, eh bien, ils vont en prendre le contrôle. Hein. Ils ne délaissent absolument pas le sport. Il n'y a pas un abandon du sport parce qu'à un moment donné, il y a des arbitres, il y a des règles, etc. Au contraire, c'est les gentlemen qui contrôlent les fédérations. C'est eux qui créent la fédération de football, hein, et qui vont la contrôler de manière durable. C'est eux qui créent la fédération de rugby, c'est eux qui créent... Toutes les fédérations sportives sont créées par ces gentlemen des universités anglaises. Et donc voilà, je voulais un petit peu nuancer. Alors la question maintenant de la démocratisation. Moi je l'ai pris, l'objet de mon livre, c'est en fait le constat d'une sorte de paradoxe actuel, qui est celui d'avoir le sentiment que la fréquentation de la montagne augmente, hein, et je pense que c'est un sentiment assez partagé parmi vous, hein, qui êtes des montagnards, et en même temps le constat à travers les enquêtes sociologiques que donc le sentiment d'une démocratisation, hein, d'une diffusion des loisirs de montagne, de plus en plus de monde qui les pratique, et en même temps les enquêtes sociologiques qui montrent que, eh bien, parmi les pratiquants de ces loisirs de montagne, il reste de fortes disparités sociales. Il y a des catégories qui sont surreprésentées, en particulier les cadres et professions intellectuelles supérieures, qui sont très majoritaires dans ces activités. Et puis, il y a des catégories qui sont quasiment absentes, hein, et dont la représentation, hein, et en particulier les classes populaires, les ouvriers, c'est entre 2 et 5% hein, dans les randonneurs ou l'alpinisme, alors qu'ils représentent 15% dans la société française. Et donc, on voit bien qu'il y a effectivement une forme de démographisation, hein, de la montagne, mais qu'on n'est pas encore allé au bout, hein, de la véritable démocratisation. Merci Olivier. Je veux simplement faire une information à Yannick. Je pense que j'ai vu Denis Vosin qui cherchait un disque dur. Là, il est à l'accueil. Hein? Donc voilà. Parce qu'on a un ami du festival Ciné-Montagne de la Vallée d'Aoste qui a oublié son disque dur avec tous les films téléchargés de la prochaine édition. Donc effectivement,
Ça peut être piraté par le Festival de Cannes. Ou en tout cas, peut-être que ça peut se retrouver dans la musette de Bernard pour son prochain volume de Ciné et Vertigo. Sur la question que tu évoquais, Denis, effectivement, sur le fait de l'idée de plus qu'un sport, pas véritablement dans le sport, et qu'il y a quand même un rejet important de la compétition. À l'intérieur même de la fédération des clubs alpins aujourd'hui, si ce n'est que cette fédération, elle vient tout de même d'obtenir du ministère des Sports la délégation pour la compétition en cascade de glace. Donc du coup, peut-être que le réchauffement climatique va dans le sens de ceux qui sont opposés à la compétition, c'est peut-être possible. Ça, c'est une blague. Mais on voit bien qu'il y a constamment cette sorte de tension qu'on a bien connue d'ailleurs au niveau de la revue que je dirige, hein, la revue de la Fédération La Montagne Alpinisme, puisque à l'origine, il y avait les annuaires du club alpin, et puis ensuite, il y a eu la création de la revue La Montagne, 1905. Mais il n'empêche qu'en 1926, il y a une revue concurrente qui s'est créée de l'intérieur du club alpin, parce qu'à l'intérieur du club alpin, ceux qui étaient pour l'élitisme et non pas pour la démocratisation ont créé le groupe de haute montagne, une sorte d'académie de l'alpinisme, l'élite de l'alpinisme. Et ils ont créé une revue qui s'appelle Alpinisme. Et en 1955, eh bien, ce conflit a été d'une certaine manière résolu par Lucien Devisse, dont je parlais tout à l'heure, qui a été finalement un président très fédérateur, qui a monté l'expédition de l'Annapurna. Et Lucien Devisse, en fait, a réuni les deux revues, ce qui vous explique le nom de notre revue aujourd'hui, qui est absolument agrammatical et impossible à se rappeler véritablement, puisque c'est la montagne et alpinisme. C'est pas la montagne et l'alpinisme, c'est la montagne et alpinisme, c'est-à-dire que, voilà, on a réuni les deux revues. Alors c'est assez caractéristique de cette tendance que les uns ont pour la compétition et que les autres ont pour la contemplation, en quelque sorte, pour une pratique plus contemplative, moins sportive d'une certaine manière. Et pour aller dans le sens de ce que tu disais, l'une des questions qu'on a par exemple aujourd'hui, au niveau de la revue, on fait une chronique alpine à la fin. Cette chronique alpine, elle a toujours existé. On sait en fait qu'elle est très lue par le milieu des meilleurs alpinistes du monde. On a Rodolphe Popier qui écume d'une certaine façon l'information sur le monde entier pour savoir quelles sont les nouvelles voies qui sont effectuées, l'alpinisme d'exploration, les premières, etc. Et ce que l'on reçoit beaucoup depuis 4-5 ans pour cette chronique alpine, ce ne sont pas des comptes rendus de premières qui sont faits par les alpinistes, mais ce sont des chronomètres. C'est-à-dire que, voilà, les Grandes Jorasses, je l'ai fait en solo, 3h28 50 secondes. Véritablement, on en reçoit beaucoup de ces chronomètres sur les grandes ascensions, les grandes classiques de jeunes très extrêmement forts qui font ça en solo et qui, comme on dit dans le milieu, se tirent la bourre pour faire le meilleur chronomètre. Eh bien, ce qu'on a choisi, et je dirais là, c'est vraiment un point de vue éthique, c'est de ne plus jamais publier les horaires. Parce qu'on se dit, on envoie les gens au casse-pipe, en fait. C'est extrêmement dangereux de vouloir aller le plus vite possible sur une ascension. Ça va à l'opposé, non pas forcément d'un alpinisme, je dirais, de contemplation, mais d'un alpinisme dans lequel on est dans la culture montagne et non pas dans la culture du sport. On a l'impression à t'entendre qu'on passe d'un art de vivre à un art d'en vivre. Je veux défendre les jeunes alpinistes et on pourrait, en paraphrasant, dire tout est dit et l'on vient trop tard. Les pauvres façonnants des Grandes Jorasses, pour ouvrir encore un itinéraire maintenant, c'est pas facile, hein, il y en a un tous les 10 mètres bientôt. Donc,
ils veulent se démarquer, ils veulent qu'on parle d'eux, ils veulent... voilà. Et quoi faire? Donc, c'est une des voies qu'ils ont trouvées. Je n'encourage pas. C'est simplement pour essayer d'expliquer pourquoi ils se lancent là-dedans. Ça peut être aussi un hommage. Moi, j'ai eu le record de Chamonix-Zermatt, par exemple. Bon, il y avait un précédent record qui était en 24 heures, et puis 10 ans après, moi, j'ai refait ça. C'était pas du tout pour battre un temps. C'était un hommage, surtout parce que c'est le premier grand itinéraire de ski, la haute route de ski de randonnée. Et lorsqu'il y avait eu ce record en 24 heures, moi je commençais le ski de randonnée, et mais pour moi c'était un extraterrestre. J'ai appris la nouvelle en lisant la revue du Club Alpin, qui était la seule source d'information. Mais on disait, ils ont fait une erreur, là. Ils se sont trompés, c'est pas 24, quoi. Bon, il faut 6 à 7 jours pour faire cette traversée classiquement. Et ça m'avait marqué. Et 10 ans plus tard, quasiment jour pour jour, lorsque je l'ai refait, mon but c'était pas de battre, mon but c'était de voir est-ce que moi aussi j'étais capable d'une seule crête, de faire relier Chamonix à Zermatt et rendre hommage à la fois à Jean-Pierre Bernard qui avait fait ce record et donc Payot, et il y avait Simon et puis Ravenel Le Rouge, plus des porteurs, qui ont fait ce premier parcours. Voilà, donc il faut se mettre à la place. Chaque nouvelle génération réinvente son alpinisme parce que ça ne sert à rien de refaire indéfiniment ce qui a déjà été fait. Il y a toujours une recherche de première. Et la compétition, enfin, Pierre Alain a écrit un livre qui s'appelle Alpinisme et compétition. Le Cervin, qu'est-ce que c'était? La première ascension du Cervin, c'est quand même le résultat d'une compétition aussi. Donc, il y a un rejet de la compétition, et il a été fait par, entre autres, plusieurs membres de l'Alpine Club. Il y a un rejet de la compétition avec un chronomètre, avec un juge, avec un règlement, mais il y avait bien une compétition de fait qui était régie par l'éthique de l'époque. Parce que la compétition pour faire des premières, bien qu'elle ait toujours été refusée, et jamais dans son récit, parce que pour un Anglais, le fait de faire une première n'était pas quelque chose à revendiquer. Il fallait... c'était plus important pour eux il ne fallait pas se mettre en avant dans l'esprit des membres de l'Alpine Club. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de second degré dans leur récit, extrêmement d'humour et de dérision par rapport à soi-même, parce que c'était pas correct. Encore une fois, un gentleman ne cherchait pas à se mettre en avant. Alors, simplement, ce qu'on peut dire sur le travail que fait Rodolphe Popier de répertorier l'ensemble des premières qui se font, on n'a pas cette place dans la montagne et l'alpinisme sur ce que j'appellerais l'alpinisme d'exploration, c'est-à-dire sur les premières voies qui sont ouvertes. Donc on n'a pas besoin, je veux dire, on ne réussit pas à tout mettre. Donc ça veut dire que quand même, sur l'ensemble des montagnes du monde, il y a beaucoup d'endroits où il reste énormément de premières à faire. Et alors sur la question de l'humour des Anglais et de la dérision, là peut-être qu'on pourrait passer la parole à Rachel qui est parmi nous et qui est salariée du Club Alpin de Chamonix, qui est traductrice, qui a traduit un livre de 1910 qui est alors d'humour anglais, bien entendu. Elle en a fait la traduction et qui est paru aux éditions du Mont Blanc.
et qui nous raconte l'histoire du club alpin des animaux. Et ça, c'est une vision alors typiquement humoristique anglaise. Et ce qui est tout à fait intéressant dans ce livre, c'est qu'à la fin, Catherine Destivelle a tenu à ce que soit ajouté un peu l'histoire des clubs alpins, et notamment de la FFCAM. Et évidemment, on s'aperçoit qu'on n'est pas du tout les premiers, loin de là. Et j'ajouterais, avant de donner la parole à Rachel pour vous présenter cet ouvrage très drôle et vraiment magnifique, que Rachel aussi écrit des livres pour enfants, et c'est elle qui raconte toutes ces aventures d'une petite chèvre qui traverse les montagnes et qui a bien des déboires aux éditions du Mont Blanc. Brunette, on en a parlé hier, si tu as bien vu le programme. Bonjour, merci. Oui, c'est un livre que Catherine Destivelle a trouvé dans les archives du Club alpin canadien, dans la grande bibliothèque de Banff. C'est Clifton Bingham qui l'a écrit en vers en 1910. Un auteur anglais, également musicien, compositeur et parolier. L'illustrateur, c'est G.H. Thompson. Il était célèbre pour ses dessins d'animaux. Catherine a choisi de rééditer cette référence pour son intérêt pour l'alpinisme. En effet, elle raconte une ascension telle qu'elle se vivait du temps de l'âge d'or de l'alpinisme. Mais, comme le dit Bernard, elle a choisi des personnages, accrochez-vous, une cordée d'animaux des plus atypiques, ours, éléphants, hippopotames, qui partent conquérir les cimes. Alors, on a dit, le premier club à voir le jour, c'est le club alpin britannique, pour permettre aux pionniers de se retrouver et de préparer les grandes ascensions. Rappelons-le, la grande majorité des grandes ascensions, de sommets de plus de 4000 mètres d'altitude, ont été signées par des membres du club alpin britannique. Toute ascension demande une sérieuse préparation. Il faut s'organiser avec attention, être prévoyant et se montrer prudent. On se réunit au chalet du club alpin pour de grandes délibérations et de joyeuses libations. Brun l'ours fait une proposition et tous applaudissent en chœur. Alors, ce fonctionnement, c'est toujours celui du club alpin français. Pléthore de clubs alpins, aujourd'hui, organisent une réunion d'activité sous cet exemple, de façon hebdomadaire. Et les encadrants mettent l'accent sur la formation, non sans raison, pour éviter que trop d'éléphants ne tombent dans les crevasses. Mais pas d'angoisse. L'éléphant est tenace. Il s'agrippe à la corde. Les braves membres du club alpin s'accordent pour organiser l'héroïque sauvetage. Il faut sauver Jumbo de ce mauvais passage. Et le club alpin français, c'est 120 refuges qui accueillent les alpinismes. Le repas est copieux, délicieux le ragoût et le cidre bien doux. Il yodèle ces joyeux lurons jusqu'à ce que résonnent les chevrons. Et ils se hisseront jusqu'au sommet, car ils le savent, au retour de leur épopée, on leur dira et on leur répétera « Vous êtes l'honneur du club alpin ». Alors effectivement, Catherine Destivelle a ajouté un addendum. Donc on a dit 1857, le premier club réservé à la bourgeoisie, aux hommes. Il faudra attendre 1907 pour que le premier club alpin féminin voit le jour en Angleterre. 1862, c'est der Österreichische Alpenverein, c'est donc le club alpin autrichien qui naît. Et puis, l'année suivante, le club alpin suisse et le club alpin italien. Cette fois-ci, n'ont pas du tout pour ambition cet esprit de conquête, mais plus l'esprit d'aménage des sentiers, de construire des refuges et d'organiser des compagnies des guides, de propager la connaissance de la montagne.
Merci. Je vous remercie. Merci Rachel et merci pour ce livre sur le club alpin des animaux paru aux éditions d'Estivelle. On voit que les animaux, eux aussi, aiment la performance. Est-ce que les adhérents du club alpin de la vallée d'Ost aiment la performance ou plutôt le plaisir? Parce que la performance n'est pas tout. Je crois qu'en écoutant toutes les paroles, ce sont vraiment des arguments qui permettent des lectures multiples de tous côtés. Et parfois, ceux qui les adhérents au club alpin, moi je vois quelques de mes associés, ou même dans la rhétorique publique, quand il vient quelque chose en montagne, on prétend être au-delà de l'homme et des personnes. Ceux qui vont en montagne sont tout à fait des hommes, et on retrouve parmi eux tous ceux qu'on trouve dans la société. Alors il y a le bon montagnard qui va en montagne avec des raisons personnelles, éthiques, et il y en a d'autres qui, quand se retrouvent en montagne, ils répètent les mêmes fautes qu'ils font dans leur vie de tous les jours. Ça, on l'a vu pas mal des fois quand on a mis en des expéditions, surtout les expéditions à l'étranger. Quand on a employé, on a mis des personnes qui étaient simplement des bons alpinistes, des bons grimpeurs, peut-être des bons sportifs, mais pas autant de bons hommes, et cette expédition n'ont obtenu rien. Et même du point de vue de la compétition, le club alpin en Italie a perdu, selon beaucoup de nous, l'occasion dans la fin des années 70 et 80, quand on commençait à Bardonecchia en Italie à faire les premiers championnats de grimpe sportive sur les rochers. Et là, c'est vraiment le vieux esprit des alpinistes qui dit on n'a jamais fait ces choses terribles, scandales, et comme ça on a perdu des occasions pour approcher ceux qui allaient en montagne, pas seulement pour découvrir, mais même pour faire du sport. Et maintenant on est en train de faire de nouveau rapprocher ces deux mondes. Parce que même sur la compétition, maintenant, dans ces dernières années, se sont un peu rapprochés mais surtout les premières années, entre Bonatti et Meissner. Ils n'étaient pas vraiment des amis. Ils étaient des mondes. C'était peut-être quand arrive que le vieux qui doit céder un petit peu de pas ou à ceux qui arrivent après, quelquefois on a un peu de difficulté à accepter la nouveauté. Mais les personnes intelligentes peuvent peut-être rendre, surtout parce que dans la montagne, il y a vraiment un monde entier. Et surtout en France, je ne connais pas les proportions, mais en Italie, la plupart des habitants habitent des territoires, des terroirs de montagne, mais en tout cas pas dans la plaine. Et comme ça, les Alpes en Europe sont parmi les endroits plus peuplés de l'Europe, et surtout ceux qui viennent en montagne du point de vue climatique et du point de vue naturel, sociologique, puissent se répandre même dans le reste de la société. Et merci Pierre Moreau. À la lecture de ces différents ouvrages, on a l'impression que le CAF, les sociétés semblables, sont une société duale, avec d'un côté la compétition ou la contemplation, l'effort facile ou la vente obligatoire, ou la prudence et la prise de risque, etc. Est-ce que c'est une évolution qui est clivante, qui est reproduite dans tous les clubs? Est-ce que c'est une idée, mauvaise idée que je peux avoir? J'ai l'impression que à chaque adhérent, sa propre pratique. On est loin quand on... Oui, peut-être que je dis à chaque adhérent sa propre pratique, je dirais que
c'est beau, le champ est beaucoup plus large. Bon, je pense que si on avait le temps, par exemple, Olivier pourrait te parler de l'activité scientifique du Club Alpin depuis les origines. On peut aussi parler de l'activité littéraire. Là, par exemple, j'ai un texte écrit par Georges Sand. Donc, à la fondation 1874, c'est tout de même le seul club alpin européen qui, dès l'origine, a été créé avec des femmes et ouvert dès le début aux femmes. Dont Georges Sand, qui est parmi les 7 créatrices du club alpin. Donc le champ, je dirais, quand même, est beaucoup plus large. Il y a beaucoup de gens qui viennent au club alpin pour des raisons, je dirais, qui sont d'une certaine façon la culture montagne. Et cette culture montagne, elle peut être scientifique, elle peut être littéraire, elle peut être sportive, elle peut être compétitive, elle peut être contemplative, etc. Le champ est très très large. Aujourd'hui, par exemple, dans les clubs, il y a de toutes nouvelles activités qui arrivent. Il faut voir que le club alpin a à la fois intégré les parapentistes, par exemple, dès le début du parapente, intégrait le flying suite, que personne ne voulait assurer. Ils n'ont été assurés que au démarrage que par la Fédération française des clubs alpins. Donc tout ça est très large, des nouvelles activités. Bon, il y a des clubs de plaine, par exemple, où la randonnée nordique prend une expansion tout à fait exceptionnelle. Donc il y a vraiment une multitude de formes de pratiques et de raisons pour lesquelles on peut venir au club alpin. Je ne sais pas si... Est-ce que tu peux me donner un point de vue, toi, par exemple, un peu historique sur... un démarrage qui était quand même essentiellement scientifique, c'était quand même des scientifiques, puisque les caravanes scolaires étaient essentiellement emmenées dès l'origine par les profs de sciences naturelles, par exemple. Et c'était une éducation à la nature en même temps qu'une activité sportive. Oui, en fait, je pense que malgré les différences de pratique, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont partagés très largement par les pratiquants des activités de montagne. Et en particulier, le désintérêt pour la compétition. C'est des choses qu'on retrouve très massivement dans les enquêtes, puisqu'on a des taux de réponse de manifestation de désintérêt pour les compétitions qui est de l'ordre de plus de 90%. Donc il y a quand même une très forte... représentation commune par rapport à ces activités. Alors, qu'est-ce qu'on entend pour ces pratiquants par compétition? C'est la compétition sportive, c'est-à-dire les activités qui sont strictement réglementées et codifiées. Et l'alpinisme, d'une certaine manière, se démarque de ces activités. Tu parlais tout à l'heure, à juste titre, d'activités qui a une éthique, parce que dans la mesure où l'alpinisme, d'une certaine manière la randonnée, ne sont pas définis par des règles strictes, ça veut dire qu'il y a la possibilité de débat entre les pratiquants pour discuter de ce qui est légitime dans le développement de cette activité. Et ça s'est produit à plusieurs occasions dans l'histoire de la montagne. Le GHM, par exemple, s'est positionné en opposition avec le CAF parce qu'il considérait que le CAF défendait une orientation trop touristique de la montagne. Et eux, ils pensaient que les organisations de montagne devaient soutenir, au contraire, la dimension de la performance en haute montagne, et que les cordées françaises devaient être encouragées à concurrencer les cordées étrangères, suisses, italiennes, allemandes, dans la conquête des derniers grands problèmes des Alpes dans les années 20 et 30. Donc il y a une forte identité collective autour de l'idée qu'il faut se démarquer des sports strictement codifiés, mais maintenir cette pratique de l'alpinisme comme une activité dans laquelle il peut y avoir encore des débats sur la pratique légitime. Ça a été le cas pour le GHM, donc dans les années 20, définir une orientation tournée davantage vers la performance et les cordées de pointe. Ça a été le cas aussi d'un grand débat des années 70 sur la question de l'escalade libre.
l'escalade libre, ça a été un débat entre pratiquants pour se démarquer d'une orientation qui était considérée par la jeune génération comme trop technologique, ce qu'on a appelé l'escalade artificielle, pour revenir à une pratique plus proche du rocher, qui était celle de l'escalade libre. Et ça a été des débats extrêmement virulents. Il y a des gens qui sont allés, ils sont bien connus, qui sont allés dépitonner des voies dans les écoles d'escalade, provoquant parfois la chute de grimpeurs qui avaient l'habitude de trouver des pitons tous les 2 mètres pour faire de l'escalade libre. Donc voilà, c'est ça la spécificité des activités de montagne, c'est qu'elles sont des pratiques qui ne sont pas définies par des règlements stricts et qui permettent les débats internes, les débats entre les pratiquants eux-mêmes. C'est une spécificité de ces activités, c'est la singularité d'une certaine manière de l'alpinisme, alors que dans les fédérations sportives, c'est les fédérations olympiques qui définissent les règles. Et le meilleur exemple, et je termine là-dessus, c'est celui de l'escalade. Vous avez bien vu que l'escalade, à partir du moment où elle est rentrée dans ce processus de reconnaissance et d'intégration olympique, c'est le CIO qui a défini les conditions des compétitions. On a vu apparaître des compétitions de vitesse, par exemple, qui n'avaient aucun sens dans la pratique habituelle des grimpeurs. En tout cas, tous les clubs devraient avoir dans leur bibliothèque le livre de Denis Pivot, Le miracle de la neige, où il renforce à chaque page la symbolique de pureté et de paix de la montagne et de la pratique montagnarde. Vraiment, je vous recommande ce livre parce qu'il est vraiment très agréable. Tu parlais de l'opposition entre... Et c'est souvent ce qui est fait dans les revues, l'opposition entre les contemplatifs et les compétitifs. Moi, je revendique d'être à la fois compétitif et contemplatif. C'est 2 mondes complètement séparés, mais qui, pour moi, ne s'opposent pas, qui sont complémentaires, qui ne sont pas comparables, ils sont différents. Et effectivement, on peut atteindre des degrés d'émotion dans la pratique de la montagne, des choses comme le sentiment océanique dont parlait Belinda Canone. Oui. Et donc des moments où on a vraiment l'impression d'être en harmonie totale, plus qu'avec la nature. Enfin, pour moi, j'ai très rarement ces impressions, mais ça va plus loin que la nature. C'est des impressions où on a l'impression d'être en osmose totale avec l'univers. Et puis, dans des compétitions, on voit, enfin, si vous voyez les images des Jeux Olympiques actuellement, un immense plaisir des compétiteurs qu'on peut retrouver pas obligatoirement uniquement au niveau des Jeux Olympiques, mais qu'on peut retrouver dans des compétitions. Donc moi j'ai pratiqué surtout les compétitions de ski alpinisme, et il y a certains degrés d'émotion qui sont équivalentes. Et pour revenir aussi sur le métier de guide, ce matin on te demandait qu'est-ce que c'est qu'un guide. Pour moi, c'est aussi quelqu'un qui partage des émotions. C'est quand même un des rares métiers, peut-être avec les sages-femmes, où on a régulièrement les gens qu'on accompagne qui pleurent de joie. Et ça, c'est bien. C'est la solidarité au sein des cordées contre aussi l'individualisme, ou du moins la performance du grimpeur solitaire. Il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, c'est celui de l'instrumentalisation de l'alpinisme à des fins politiques. On l'a vu peut-être dans certains pays, notamment en Italie, avant la guerre. Est-ce que c'est quelque chose qui existe, ou est-ce que c'est... Bien sûr, oui, l'instrumentalisation de l'alpinisme, oui. Que fait-on au club alpin? On forme des premiers de cordée. Donc le mot premier de cordée, ça vous dit quelque chose. Je veux dire, c'est quand même l'élite de la nation, les premiers de cordée. J'espère que
parmi vous, il y a beaucoup de premiers de cordée, quoi. Ce sont vraiment les entrepreneurs, quoi. Et on voit bien à quel point cette idéologie élitiste est passée dans le discours politique. Et presque on pourrait reprendre aujourd'hui, avec les premiers de cordée, notre première devise du Club Alpin, que personne n'a osé évoquer: pour la patrie, par la montagne. Et effectivement, après la guerre de 1970, après la défaite, etc., c'était évident qu'on était dans cette thématique-là. Donc l'instrumentalisation, je pense qu'elle existe effectivement depuis le début. Et on voit bien que nos très grands premiers de cordée, comme Lionel Terray, Gaston Rébuffat, Louis Lachenal, ont été formés d'une certaine manière dans les chalets de jeunesse et montagne qui avaient été institués sous le régime de Pétain. Donc il y a un lien dont il faut avoir conscience et dont il faut toujours être vigilant pour savoir qui peut éventuellement chercher à nous instrumentaliser. Et je crois qu'il y a une dimension qu'on n'a pas donnée, qui était entre la contemplation et la compétition, et qu'évoquait Christine de Colombelle, qui est parmi nous, grande alpiniste historique, qui nous disait: mais moi, c'était pas pour la contemplation ou pour la compétition que je suis venu à la montagne, mais c'était pour la contestation. Voilà. Et l'aspect, je pense, contestataire est très important dans un grand nombre de vocations. Et je m'y retrouve un peu. Et il ne sert à rien d'être deuxième. Est-ce que vous auriez des questions à poser à nos invités? Parce que je vois... Oui, Jacques. Non, Jacques, tu poses une question. Bon, par rapport au débat que vous avez eu tous les deux sur bourgeoisie et aristocratie au départ, il y a quand même beaucoup d'aristocrates dans les fondateurs des clubs alpins. Il y en a quelques noms, par exemple Boileau de Castelnau, premier belge, c'est un aristocrate, il y en a beaucoup. Et c'est après la Révolution française, les aristocrates, ils ont été pas mal essorés. Donc, il y a eu quand même pas mal de mariages entre la grande bourgeoisie et l'aristocratie. Et de ce fait, les castes aristocratie, grande bourgeoisie sont plus aussi facilement identifiables qu'elles ne l'étaient au siècle précédent. Donc, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'on a un peu tendance à dire les Anglais, certes, mais il ne faut pas oublier quand même que dès 1828, c'est le capitaine Durand qui monte au Pelvoux, et que les officiers topographes français, donc de l'armée française, ont fait beaucoup d'ascensions de montagnes et parfois difficiles pour faire la triangulation totale, et qu'ensuite les savants leur ont emboîté le pas, puisque Sainte-Claire de Ville, membre de l'Académie des sciences, a fait la première ascension du Grand Combin, donc en 1859, donc en même temps que les premiers exploits britanniques. Donc il y a quand même des alpinistes français, et moi je m'interroge vraiment pourquoi tous les clubs alpins en 1869 étaient faits en Europe. Le dernier, c'est le club alpin allemand en 1869. Le club alpin autrichien, on va dire, c'est 62, je crois. Le club alpin suisse, 63. Italien, 63, alors que la nation italienne venait à peine d'être formée. La France venait de récupérer la Savoie en 1860. Donc on avait quand même ce Mont Blanc qui est venu chez nous, en France. Et donc, pourquoi, avant la guerre de 70, qu'on met toujours comme raison pour le retard français, pourquoi les Français n'ont pas fait le club alpin en même temps que les autres? Mais tous sont des aristocrates du muscle, quelle que soit leur nationalité. Alors, sur la distinction entre aristocrate et bourgeoisie, il se trouve qu'on a des éléments de réponse très précis. Hein. C'est la thèse de Dominique Lejeune, qui en fait a pu s'appuyer sur les premiers annuaires du CAF, dans lesquels tous les membres inscrits indiquent leur profession. Et ça va durer quelques années. Ensuite, ça va plus être mentionné. Et donc, la profession, c'est pas l'aristocratie. Il y a des aristocrates, avocats. Et... Bon, alors, il a essayé aussi lui, de recouper les noms avec consonance aristocratique, etc. Il a fait un travail assez approfondi.
Et statistiquement, il montre que le groupe dominant dans les premiers adhérents du Club alpin français sont des représentants de la bourgeoisie. Et moi, j'ai repris ces travaux et j'ai fait la même chose pour les comités, les organismes de direction du CAF, que ce soit la commission centrale ou les principaux clubs alpins qui se créent, les premières sections, on parlait de sections à l'époque, qui se créent à travers la France. Ce sont majoritairement des représentants de la bourgeoisie, mais de la bourgeoisie intellectuelle, de la bourgeoisie éduquée. Il y a beaucoup de polytechniciens, par exemple, parmi les fondateurs du Club alpin français. Donc cette distinction, elle est assez claire. Et d'ailleurs, il va y avoir des clubs où ce que vous évoquez, hein, ce rapprochement entre haute bourgeoisie et aristocratie, va trouver à s'incarner. C'est par exemple, et c'est aussi le travail de Lejeune, hein, il a fait un travail sur le Jockey Club. Et le Jockey Club, c'est d'une certaine manière un club extrêmement sélect, extrêmement fermé, où effectivement on retrouve l'aristocratie et la haute bourgeoisie. Le club alpin, c'est vraiment la bourgeoisie intellectuelle qui se démarque de ces fractions-là. Et il y a une dimension voilà, beaucoup plus ostentatoire, beaucoup plus mondaine, hein, on va dire, au Jockey Club hein, qu'au club alpin. Je vois que Marc Allot a fini de ferrer les chevaux chez Joseph Kessel, donc il ne va pas tarder à débouler de l'Afghanistan. Donc voilà, encore une ou deux questions courtes, avec des réponses courtes. Pour nos amis qui ont vraiment bien balayé le champ de l'alpinisme. Je voulais juste parler, on n'a pas parlé d'héroïsme, parce qu'on n'a pas de médaille, mais dans l'alpinisme, et au Club alpin français, on a des héros. Et les héros, c'est un peu les médailles. Et pour faire le rapport aussi, tu disais, avec le patriotisme, une des raisons de la création du GHM en 1919, c'était des jeunes gens qui étaient trop jeunes pour participer à la guerre de 14-18, où les gens qui étaient morts au champ d'honneur étaient considérés comme des héros, et ces jeunes n'avaient pas pu devenir des héros, et ont reporté leur désir d'héroïsme sur la montagne. Et certains l'ont écrit clairement. Et donc, dans les moteurs de l'alpinisme, il y a aussi cette recherche de l'héroïsme. Herzog et Lachenal sont considérés comme des héros. Et l'héroïsme a une notion aussi qui est fondamentale dans l'alpinisme, c'est le désintéressement. Un héros ne fait pas son exploit pour l'argent. La qualité fondamentale de l'héroïsme, c'est le désintérêt total. Voilà. Rêve ou réalité, peut-être, je ne sais pas. Donc un mot de conclusion, si vous n'avez pas de questions à poser, donc je vais vous demander de nous dire quels sont les vœux que vous formez pour le CAF pour ces 150 ans. Bernard. C'est évident, si vous voulez, les perspectives d'avenir, je dirais d'une certaine façon, pour moi, elles sont inscrites dans l'histoire. Et je vous donne cette petite liste comme ça pour en rêver un peu. Du club alpin sont issus le Touring Club de France, le groupe de haute montagne, l'UNCM qui est devenu l'UCPA, la Fédération française de ski, la Fédération française de montagne et d'escalade, la Fédération française de vol libre. Voilà, je pense que la liste n'est pas exhaustive. C'est-à-dire que ce sont toujours, à un moment donné, des dissidents qui partent ailleurs, qui ont pu se former à l'intérieur du club alpin, qui ont profité de cette très grosse structure et qui un jour, naturellement, je dirais, prennent leur envol dans un domaine où ils voient les choses différemment et souvent pour aller plus loin. Et je dirais que ça, c'est formidable comme idée, puisque au fond, c'est une sorte de transmission automatique
à travers le fait que c'est une fédération qui est très ouverte, qui est très accueillante et qui essaie de rester autant que possible éclectique et éthique. Et cette liste n'est pas un poème de Jacques Prévert, mais une intervention de Bernard Germain, l'auteur de La face nord du silence. Olivier, tes vœux pour le CAF? Mes vœux pour le CAF, c'est que peut-être, compte tenu du paradoxe que j'évoquais tout à l'heure, il soit à même de relancer la dynamique qui a existé dans l'histoire autour de la mobilisation pour rendre la montagne accessible à tous. On a vu que il y avait eu des périodes, dans l'histoire en particulier en France, où cette mobilisation a été très forte. Ça a été vrai dans les années 20, puisqu'il y a déjà eu des mouvements ouvriers qui ont cherché à promouvoir l'alpinisme auprès des classes populaires. Ça a été vrai, on a parlé de l'UNCM. La mission de l'UNCM, c'était de favoriser l'accès de tous à la montagne. Et c'est devenu effectivement l'UCPA en 1965. Il y a eu tout un mouvement de tourisme et travail dans la période de l'après-guerre pour essayer de promouvoir donc, une forme de démocratisation de ces activités qui étaient restées relativement l'apanage des élites sociales. Il y a eu tout le mouvement en faveur des scolaires, et je pense que ça c'est un vecteur essentiel pour favoriser la démocratisation de l'accès à ces activités, à la montagne, la faire découvrir très tôt. Et ça a été les classes de neige, ça a été les classes vertes, ça a été les colonies de vacances. Tous ces mouvements qui se donnent le sentiment de s'être essoufflés et qui font qu'aujourd'hui on constate donc ces disparités sociales. Voilà, moi je serais... le vœu que je formule, c'est que la direction du CAF réussisse à relancer ces dynamiques autour de ces mouvements de solidarité autour de la montagne. Très bien, donc pas de dissolution en vue. Peut-être un miracle pour Denis? Alors, moi, ce que je souhaite, c'est que le Club alpin français reste un magnifique club de rencontre, de partage et d'amitié. Parce qu'on a tous des façons différentes de pratiquer la montagne, mais je pense qu'on a une passion commune qui nous réunit. Et c'est la chose qui me semble la plus importante pour perdurer et maintenir le club, le développement du club. Et je souhaite que son éthique continue à évoluer comme elle a toujours évolué depuis le début de sa création. Rencontre, solidarité et amitié. Et jumelage peut-être avec l'Italie? C'est toujours un des aspects extraordinaires de la montagne qui n'ont presque jamais séparé les personnes. Les montagnes, ce sont seulement quelqu'un qui ont essayé. Si vous réfléchissez sur le fait que l'accession d'Ost a été fondée par un chanoine de Saint-Ours et d'un Anglais, vous voyez bien qu'il n'y avait pas des partages, surtout dans la tête des personnes. Et je ne sais pas si en France existe, mais en Italie, les associations sont tenues à faire tous les années un bilan social de leur activité, où doit apparaître bien ce qui viennent employer du point de vue pas seulement de l'argent, mais du travail qui vient fait par les bénévoles et les résultats qui viennent répandus à travers vers la population. Et parce que ceux qui écoutent peut-être n'ont pas toujours clair le fait qu'ils sont toujours des bénévoles qui travaillent et qui font un travail incroyable. Vraiment, ça seulement pour la passion de le faire bien, de le faire ensemble en amitié. Et puis, avant de quitter, moi, j'ai eu chaud 2 fois. Pas seulement pour la température, mais on n'est pas tellement habitué à parler en français. Alors, d'habitude, on va essayer de dire quelque chose de compréhensible et surtout de ne pas dire trop de bêtises. Alors, vraiment, toutes les fois que je parlais, j'ai vraiment un chaud terrible. Je suis très heureux d'avoir participé à cette rencontre, mais je suis même
pas assez comme ça, mais content que ça va se terminer. Merci. Il y a une classe comme du salon du livre, il repose sur les bénévoles. Voilà, merci.